Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi, et bonne année à vous. Oui, le 15 janvier. Mais j'ai eu quelques soucis de rythme, à cause du bilan annuel sur le blog qui a duré bien plus longtemps que prévu, à cause de partiels qui ont pris un peu de temps et qui ont pas l'air très fameux, et à cause d'Hyrule Warriors. Excellente excuse celle-là. Mais on reprend. Donc cette vidéo est prête, évidemment, vous êtes en train de regarder. La vidéo suivante est écrite et sera prête, sortie d'ici quelques jours. Voilà, bref, on reprend le rythme et on retourne pour une nouvelle comoritique sur Enta Enta, sur l'arc de la guerre de succession. C'est parti. Tome 33 à 36, chapitre 349 à 380, publié du 11 août 2014 au 2 avril 2018. C'est évidemment toujours en cours, et ce n'est pas prêt de reprendre. Beyond, le fils de Netero, brise un tabou et annonce qu'il se rendra sur le continent caché. Alors que les préparatifs pour la traversée sont en cours, en coulisses, les héritiers du trône du royaume de Kakin s'apprêtent à se livrer une guerre sans merci pour la succession de leur père. Je vous mets en description et en fiche une infographie pour suivre la quantité énorme de personnages de cet arc. L'arc précédent, après avoir mis en place une expédition vers le continent caché suite à deux confrontations particulières mais intéressantes, a permis le retour de deux personnages principaux, Kurapika et Léolio. Kurapika a d'ailleurs découvert un traître parmi le Jonishin. Celui-ci et Misai Sutomu décident de ne pas l'intercepter avant la dernière étape de leur voyage. Ses préparatifs étant faits, il se concentre sur ses propres objectifs, les pupilles écarlates. Afin de se rapprocher le plus possible de Tseri Donii, le quatrième prince de Kakin, il envoie une équipe de confiance infiltrer les différents princes qui ont fait des demandes de garde du corps. Lui-même se retrouve engagé par Oito, la mère du 14e prince qui n'est encore qu'un bébé. Pendant ce temps, à la tour céleste, Hisoka et Kololo règlent leur compte, une bonne fois pour toutes. Un combat à mort s'engage, et c'est Kololo, davantage préparé et ayant renforcé son haine grâce à l'utilisation d'un marque-page, qui en sort largement vainqueur. Un peu plus tard, et après que la brigade a confirmé la mort d'Hisoka, Machi se retrouve seule face au corps de ce dernier. Elle décide de raccommoder son corps endommagé par son combat, mais, à sa grande surprise, Hisoka reprend vie grâce au pouvoir de son haine, devenu plus puissant après sa mort. Après une brève discussion, ce dernier lui annonce qu'il compte prendre en chasse tous les membres de la brigade, puis l'immobilise et lui laisse transmettre le message. Il tue Charnalk et Korutopi, privés de leur naine empruntés temporairement par Kuroro, alors que la brigade embarque à bord de l'expédition vers le Nouveau Monde, afin de dérober les biens de la famille royale. Au secours. Un peu. En effet, cet affrontement prend 7 des 10 chapitres du volume 34, ici présent, et je le trouve plutôt désagréable, on va pas se cacher. Nous avons un long passage où Kulolo explique tous ses pouvoirs car il est absolument sûr de lui. C'est très étrange de briser autant le rythme, mais c'est normal et nécessaire au vu de la quantité absolument débile de pouvoirs que Kulolo possède, ainsi que du nombre de combinaisons qu'il peut en faire. Kulolo est un adversaire terrible à affronter, ainsi qu'un duelliste assez désagréable vu tout ce qu'il y a à retenir. Je trouve ça intéressant quand même de jouer sur le cliché du combattant trop sûr de lui et sur la tension que crée ce déferlement de pouvoir. Mais voilà le premier affrontement de Hunter x Hunter qui va un peu trop loin pour moi. Trop de pouvoir, trop de soucis de rythme, trop de plans complexes. Je suis quand même preneur du point de vue de Hisoka, car ses pouvoirs sont plus simples, qu'il est constamment pris en chasse et qu'il doit briser la confiance en lui de Kololo. Mais, cette chapitre-ci, c'est un peu trop pour moi. Heureusement, nous avons quand même le droit à une conclusion osée, fonctionnant vraiment bien avec ces personnages et laissant notre clown dans une terrible chasse à l'araignée. À voir comment ces personnages vont interagir dans le bateau, menons un nombre de personnages absolument indécents vers le continent caché. Le voyage commence et se révèle vite peu paisible pour Kurapika. Le niveau du 14e prince se retrouve vite envahi par de curieuses créatures de naine, et le prince lui-même, bien que bébé, dégage une énergie foncièrement anormale qui perturbe Kurapika. Les hommes de garde de Oito sont affectés les uns après les autres par un naine parasite qui les pousse à se retourner contre les autres. Après s'être fait attaquer par l'un des gardes du corps, Kurapika, grâce à une toute nouvelle capacité, réussit à le mettre hors d'état de nuire et de lui voler sa capacité. Cependant, dans la panique, il contacte l'ensemble de la sécurité de Kakin et informe les gardes du corps de la situation. L'attention se porte désormais sur la chambre 14. Pendant ce temps, lors de leur réception, les princes se déclarent la guerre.
Certains tentent des alliances, tandis que d'autres souhaitent ne pas participer à la guerre de ceux-ci. Mais trop tard, les mystérieuses bêtes de naine de chaque prince se sont activées et les hostilités peuvent désormais commencer. C'est une grande guerre de stratégie qui commence. Le premier prince Benjamin envoie ses gardes du corps dans chaque chambre afin de surveiller activement les agissements de chacun, tandis que les autres souhaitent en savoir plus sur le naine depuis que Kolapika a révélé au grand jour son existence. Durant les premiers jours, de nombreux événements surviennent. Le quatrième prince se révèle être un utilisateur de naine particulièrement doué et dangereux. Chaque prince découvre l'utilisation de leur bête de naine sans vraiment la comprendre. Kolapika, à l'aide d'Oito, réussit à espionner les chambres 12 et 13, mais assiste au meurtre du prince Momodze par l'un de ses gardes. La première victime est faite. Suite à cela, Hanzo est affecté à la protection du prince 13 avec Biscuit. Rongé de remords, il décide de mener lui-même l'enquête afin de faire justice. Pendant ce temps, Kolapika se doit de donner un cours de naine à l'ensemble des gardes du corps de l'étage 1. Pourtant, au même moment, un tueur mystérieux continue d'agir et d'éliminer certains membres de la sécurité petit à petit. Le prince 13 semble avoir développé une technique rendant sa chambre invisible aux yeux des autres. Le prince 11 comprend qu'il peut communiquer avec Senritsu via diverses techniques et planifie son évasion. Le prince 10 découvre que sa bête de naine peut l'amener n'importe où. Le prince 9 tente désespérément d'arrêter la guerre de succession en communiquant avec son père. Tandis que le prince numéro 2 attaque frontalement les gardes du Benjamin, mais se fait rapidement arrêter par ce dernier. D'après les études extrêmement poussées que j'ai pu faire, je peux clamer haut et fort que nous avons en gros deux volumes pour cette partie-là. Donc le 35 et le 36. Le premier de ceux-ci reste plutôt intéressant, mais il fait peur pour le futur vu tout ce qu'il charge et met en place. Hunter x Hunter a beau avoir un moteur de Ferrari, si on lui fait porter 5357 kg d'intrigue, le véhicule va forcément commencer à fatiguer et à ralentir. Évidemment. Après ça, nous démarrons le voyage vers le nouveau continent et on découvre les princes et l'organisation de tout ceci. Kolapika semble assez mal entouré au vu des nombreuses volontés qui l'entourent et vu le nombre d'alliés trouvant la mort extrêmement rapidement. Je me demande comment tout ça va interagir et être géré. J'avais un peu peur au vu de tous les personnages en présence sur le bateau, et elle était à moitié justifiée. C'est-à-dire que tout ce qui ne tourne pas directement autour de Kolapika est un peu lourd, puisque le moindre garde du corps a un objectif et une histoire bien propre. Ce qui commence à faire un petit peu beaucoup. Au moins, l'ensemble est bien vivant, il n'y a pas à dire. Et les possibilités sont immenses, mais cela est un peu lourdingue par moment. Par contre, dès que le focus revient vers Kurapika, je suis conquis. En effet, c'est bien plus agréable de suivre le conflit à sa simple échelle car il essaye de limiter au maximum les batailles et qu'il essaye de tout gérer en même temps. Que ce soit la découverte de son nouveau pouvoir, la découverte du naine et des bêtes de naine par les différents princes, ou la recherche d'un assassin parmi ceux qui l'entraînent, nous avons de quoi faire. C'est du très bon, mais il va falloir veiller à utiliser avec parcimonie les focus sur autre chose que sur Kurapika. Nous reprenons bien évidemment avec le second volume de cette partie, le dernier sorti en France, en mai 2019. Ça commence à faire un petit temps, d'autant plus que c'est la plus longue pause entre deux chapitres, actuellement. Donc nous reprenons de manière bien intéressante dans le huis clos, en suivant plein de points de vue différents. Nous avons le droit à un focus sur le deuxième prince, qui semble agir bien rapidement à l'encontre du premier. Un focus sur Hanzo et Biscuit, qui ont leurs propres problèmes à régler. Sur les princes 10 et 11, qui ne pensent qu'à l'autre, et qui font apparaître un plan dans la tête de Senritsu. C'est toujours chargé, mais je trouve que Togashi arrive bien à faire la part des choses. Je ne suis pas encore spécialement passionné par grand chose, mais là il va traiter une quantité énorme de choses. Je ne dirais clairement pas la même chose en lisant le prochain volume puisque j'aurais sûrement oublié une bonne partie des extrêmement nombreux éléments qu'il a mis en place. En effet, cet arc, comme celui des Kimara Hens en son temps, a surtout un gros problème de rythme, de parution, alors que tout enchaîné emmène à une merveille immense. Mais surtout, je reste impressionné par la force que possède Togashi pour pouvoir mener son bateau dans la bonne direction alors qu'il pourrait couler extrêmement facilement. Dans les étages inférieurs, la brigade fantôme comprenant désormais 10 membres, dont Elomizoldik, se rassemble et se lance à la recherche d'Hisoka, afin de se venger de ses meurtres précédents. Cependant, les 3 mafias de Kakin comprennent leurs intentions et tentent de communiquer avec eux. La mafia gérée par le prince 3 souhaiterait les éliminer, tandis que la mafia gérée par le prince 7 souhaiterait s'allier avec eux. La mafia gérée par le prince 4, quant à elle, commence une nouvelle série de meurtres au niveau 3. Le deuxième volume, après le départ en bateau, en profite également pour ajouter encore quelques éléments, car nous en avions effectivement bien peu. Bien peu.
Bref, on part d'une guerre de succession à l'astronomie quantité d'intrigues et d'objectifs divers, et on y rajoute bien des couches. Évidemment. D'autant plus que Togashi nous présente les étages inférieurs avec la brigade fantôme ainsi que des gangs, ce qui rajoute encore de nombreux objectifs supplémentaires, et ce qui nous mène presque à saturation. À voir comment il fera pour approcher tout ceci, car ça fait beaucoup là, non? Kuroro a retiré sa Judgment Chain et affronte Hisoka. Hisoka meurt suite au combat, mais se ressuscite et part dans une expédition vengeresse envers la brigade fantôme. Il a aussi à tuer Charnalk et Kolutopie. Kurapika part vers le continent caché pour confronter le prince Tseridonii et récupérer les yeux des membres décédés de son clan. Kulalo est sur le Black Whale avec le reste de la brigade fantôme et ils veulent venger la mort de leurs camarades. Kurapika perd 5 années d'espérance de vie à cause de l'usage de l'Emperor Time pendant 12 heures. Néon est apparemment morte puisque son pouvoir a disparu du livre de Kulalo. Le concept du naine après la mort revient plusieurs fois dans cet arc, de la guerre de succession par exemple. Le rituel de l'œuf, utilisant une jarre qui vient du naine et qui a survécu à son créateur. Sun and Moon, une capacité de naine qui existe dans le livre de Kulalo même après la mort du possesseur original. Hisoka utilise son point de Segum pour se réanimer tout seul après sa mort. La capacité du naine de Benjamin, le prince numéro 1, lui permet de récupérer les capacités de ses soldats quand il meurt. Le naine de Kamihira s'active uniquement quand elle meurt. En voilà bien des choses liées à la mort. Cet arc se caractérise également par une pléthore de références à des chansons ou des performances du groupe d'idoles japonais Keiya Kisaka 46. Bref, nous avons presque 4 volumes pour nous faire notre avis sur ce départ. Je ne peux malheureusement pas dire qu'il ne fonctionne pas, ou qu'il n'est pas en accord avec ce qu'on pourrait attendre d'un arc de Enta Enta. Mais je tiens, encore une fois, à revenir sur ce qui me semble essentiel. C'est le cercle vicieux dans lequel Togashi s'est embourbé. Son histoire est complexe, mais pas compliquée. Mais cela le fatigue et brise son rythme, et le rythme brisé amène à une histoire vraiment compliquée pour le coup. Nous voilà donc dans un cercle vicieux, prêt à perdre tout le monde, mais apportant bonheur et satisfaction en le regardant dans son ensemble. Les prochains tomes risquent de faire bien mal à la découverte, et cette guerre de succession risque bien de faire plus de victimes que prévu. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire ce que vous pensez de cet arc, à lâcher un petit pouce bleu pour le soutien et vous abonner. On se revoit très vite, d'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À bientôt.